Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Vous êtes vice-président du Rassemblement national et député du Nord. Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, un de vos collègues a été menacé ouvertement par un député de la France insoumise. Thomas Porte, je le cite, « Et m'excuse par avance pour les propos que je ne fais que rapporter. Ferme ta gueule, on va s'occuper de toi ». Quelle est votre réaction ce matin à ces propos tenus, je le rappelle, dans l'hémicycle ? C'est le vrai visage de l'extrême gauche. Vous savez, nous y sommes confrontés, nous les députés du Rassemblement national, mais aussi finalement les militants sur le terrain du Rassemblement national sont confrontés à la violence de l'extrême gauche. L'extrême gauche est minée, porte une violence qui est liée évidemment à son idéologie d'abord, mais aussi à sa méthode, à sa stratégie. Et les députés qui s'expriment de la sorte, les députés d'extrême gauche qui s'expriment de la sorte, il n'est pas le seul et il n'est pas le premier, eh bien considèrent que l'intimidation, la menace, l'insulte ont place dans le jeu démocratique. Nous pensons exactement l'inverse. Nous considérons qu'on n'intimide pas, on ne menace pas ses collègues. Quelle suite allez-vous donner à ce moment-là ? Le bureau de l'Assemblée nationale va être saisi et j'allais dire... Il penche à gauche. Alors, c'est tout le problème parce qu'en fait, l'extrême gauche sait qu'elle est majoritaire au bureau de l'Assemblée nationale. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui sanctionne en réalité. Et à partir du moment où ils savent qu'ils sont majoritaires, eh bien, ils se permettent visiblement des libertés. Ça en dit long aussi. Vous craignez qu'il n'y ait aucune sanction ? Oui, je le crains, parce que, en fait, ces gens-là, dès qu'ils ont du pouvoir, ils déroulent une certaine forme de violence. Là, ils savent qu'ils ont le pouvoir au bureau de l'Assemblée nationale, et du coup, ils nous démontrent voilà, une certaine forme d'impunité, qu'ils n'ont que faire de leurs adversaires politiques. Et puis, si vous voulez, on peut se combattre, y compris de façon véhémente. Mais le problème avec eux, c'est qu'ils ne cherchent pas à combattre leurs adversaires par les mots. Visiblement, ils veulent les combattre physiquement, par l'intimidation, et les faire taire et les éliminer. On n'est plus du tout, vous savez, dans les échanges argument contre argument. Chez eux, il y a la volonté d'éliminer celui qui ne pense pas pareil. Moi, je l'ai vécu d'ailleurs la semaine dernière. J'étais en déplacement à côté de Nantes, à Vertou, pour animer une réunion publique du Rassemblement national, où nous étions physiquement menacés par 200 militants d'extrême gauche, Soulèvement de la Terre, LFI, etc., qui voulaient nous faire taire. Nous avons bien entendu tenu notre réunion, mais sous la menace. Hier, vous avez consacré de longues heures de débat à un texte sur les retraites, pourtant voué à l'échec, au détriment d'autres propositions que vous portez, comme le retour des peines planchées, supprimées durant le quinquennat Hollande. Pourquoi ? Mais vous savez, ce qu'on appelle les niches parlementaires, c'est-à-dire c'est le moment dans l'année où les groupes politiques peuvent choisir leur ordre du jour, les textes qu'ils mettent au vote. Donc hier, le Rassemblement national a proposé des textes. Le premier d'entre eux, c'était l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Eh bien, même si ça n'a pas été voté hier, ça dit ce que sont les uns et les autres. Ça met chacun face à ses responsabilités. La gauche, l'extrême gauche, LFI, aussi le PS, le PC, les écolos, qui ont tapé sur des casseroles pendant des années contre cette réforme des retraites, qui se sont fait élire en disant dans leur programme « on abrogera », eh bien n'ont pas voté cette abrogation de la réforme des retraites. Donc si vous voulez, ça met chacun devant ses responsabilités. Ce sont des tartuffes, ce sont surtout des menteurs. Ils mentent à leurs électeurs. Ils se sont fait élire en disant on abrogera la réforme des retraites, et lorsqu'on le ramène sur un plateau, parce que c'est le Rassemblement national, ils considèrent que ça peut attendre. Les Français peuvent attendre. Nous disons non, les Français peuvent pas attendre. Et puis, ça met chacun face à ses responsabilités. Hier, on avait porté par le député de l'Aude, Frédéric Falcon, une proposition pour lever des contraintes pour pouvoir louer des logements. Vous savez que lorsque votre logement n'est pas aux normes énergétiques, parfois vous ne pouvez plus le louer. Eh bien, on a beaucoup discuté de ça. On s'est pris des leçons de morale de la gauche. Et qu'est-ce qu'on apprend en fin de journée? Qu'une députée socialiste de Lyon, Madame Runel, loue depuis des années ou des mois un taudis à une mère célibataire avec enfants. Eh bien, ces gens-là, le cœur en bandoulière, font la leçon aux Français, ont un discours, et dans la pratique, c'est autre chose. Vous voyez, dans la pratique, ils louent des logements insalubres, ou dans la pratique, ils refusent de voter l'abrogation des retraites. Ce sont des menteurs, ce sont des hypocrites, et le sort des Français ne les intéresse pas. Sur justement l'abrogation de la réforme des retraites, cette proposition va revenir lors d'une autre niche parlementaire dans un mois, celle de la France insoumise. Est-ce que vous pourriez voter cette abrogation? Aucun problème. Nous, on considère que la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, elle est injuste et elle coûte beaucoup d'argent aux Français. Elle est économiquement totalement irresponsable. L'abroger, cela va coûter également beaucoup d'argent. 27 milliards. Non, mais ça c'est...
L'abroger, c'est revenir au système ancien. Ensuite, on ouvrirait, nous, en tout cas, nous, c'est notre souhait, à travers consultation des partenaires sociaux, évidemment du Parlement, des négociations pour une nouvelle réforme des retraites. Et nous, vous le savez, nous considérons que lorsqu'on a travaillé avant 20 ans, on peut partir quand on a 40 annuités à partir de 60 ans, et puis ensuite avec 42 annuités à partir de 62 ans. Ça, c'est sur le projet. Mais aujourd'hui, il faut abroger cette réforme des retraites. Elle n'a pas été abrogée hier parce que la gauche n'a pas voulu. Les députés de gauche vont devoir aller voir leurs électeurs les yeux dans les yeux pour leur dire on n'a pas voté l'abrogation de la réforme des retraites. Si ça arrive dans quelques mois, nous, on le votera parce que nous, on veut regarder nos électeurs les yeux dans les yeux. Parce que nous, nos engagements vis-à-vis de nos électeurs, c'est la priorité. On rend des comptes à nos électeurs et même uniquement à nos électeurs. J'évoquais à l'instant le débat autour du retour des peines planchées qui a eu lieu hier dans l'hémicycle. Et durant ces débats, le ministre de la Sécurité du quotidien, Nicolas Daragon, a tenu ses propos. L'étranger qui assassine, dehors. L'étranger qui viole, dehors. L'étranger qui a un lien quelconque avec une entreprise terroriste, dehors. L'étranger islamiste, dehors. L'étranger voleur, harceleur, agresseur, 3 fois dehors. Est-ce que vous pourriez tenir de tels propos dans l'hémicycle ? Vous souscrivez à ce Oui, non mais d'accord, mais le problème des ministres LR, puisque M. Daragon est un ministre LR, c'est le lieutenant de M. Retailleau, c'est qu'il dit l'étranger délinquant dehors, et puis on lui demande de voter, et il dit bah non, finalement il peut rester dedans. Nous avons fait une proposition pour le rétablissement des peines planchées. On considère qu'il est nécessaire qu'aujourd'hui il y ait des peines qui soient suffisamment importantes. Nous avons fait une proposition de loi pour l'expulsion des délinquants étrangers. Ce sont les députés Edwige Diaz et Pascal Bordes, 2 femmes députées du Rassemblement national, qui ont porté ces propositions. Le ministre est venu faire un grand discours, on l'a applaudi, mais à la fin, il a dit ah ben non, il faut voter contre les textes du Rassemblement national parce que, comprenez, administrativement, parce que c'est pas bien fignolé, bien abouti. En fait, il s'est défilé. Et c'est un peu la crainte que nous avons. Donc c'est uniquement un coup de com' de sa part. C'est de l'affichage. Mais vous savez, on avait déjà remarqué ça en matière budgétaire. Les crédits sur l'immigration, pour la lutte contre l'immigration, ils sont passés de 300 millions d'euros à 173 millions d'euros. Donc d'un côté, vous avez Bruno Retailleau à la télé qui parle, avec des propos auxquels on peut souscrire, et puis dans la réalité, paf, on coupe les financements. Hier, on a eu un ministre qui est venu, qui est monté, qui a parlé, on s'est dit, ils ont compris, ils sont d'accord avec nous, ils sont d'accord avec les Français. Et à la fin, il a dit, mais enfin, on va pas le voter, pas tout de suite, il n'y a pas urgence, c'est pas exactement ça, etc., qui trouvent des prétextes, en réalité, pour ne pas le faire. Eh bien, nous, on ne va pas trouver de prétexte. On va continuer à porter ce langage de vérité, ce langage d'honnêteté vis-à-vis des Français, mais aussi de fermeté, parce qu'on a bien compris qu'effectivement, la lutte contre la délinquance, ça demande autre chose que des mots. Vous évoquiez l'immigration à l'instant, vous êtes pour la suppression de l'AME. Bruno Retailleau a annoncé cette semaine vouloir trouver un compromis sur l'aide médicale d'État en la transformant en aide médicale d'urgence. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition ? Mais nous avons, il y a longtemps, demandé que l'aide médicale d'État, qui coûte plus d'1 milliard d'euros aux Français par an, qui est réservée aux étrangers qui sont sans autorisation de se maintenir sur notre sol, aux étrangers en situation irrégulière. Ils n'ont pas le droit d'être là. Et pourtant, on prend en charge tous leurs frais médicaux, y compris des frais médicaux esthétiques. Nous avons considéré qu'il fallait la transformer pour que ça devienne une aide qui ne réponde qu'aux urgences médicales, mais pas effectivement à toutes ces situations que payent les Français. Donc cette proposition de Bruno Retailleau, vous la votez ? Mais, mais nous y sommes favorables et on la votera. Mais il faut voir ce qu'il y a dedans, parce que j'ai entendu que, en parallèle, en même temps, comme on dit en Macronie, la ministre de la Santé, Madame Darrieussecq, a dit pas question de toucher à l'aide médicale d'État. Donc là encore, M. Retailleau, c'est pas lui qui porte l'AME, c'est la ministre de la Santé, va se retrouver en bras de fer. Alors, il peut compter sur le soutien du Rassemblement national dans ces cas-là, parce que nous, on est honnête avec ce que nous disons, ce que nous défendons. Mais il va falloir faire des arbitrages. Pareil sur le rétablissement du délit de séjour irrégulier. Nous, on veut ça. On a entendu que Bruno Retailleau était favorable, mais le garde des Sceaux y est opposé. Donc, vous voyez, il va y avoir des arbitrages à faire. Sur le ministre de l'Intérieur, ce dernier se rend à Rennes aujourd'hui dans un quartier gangréné par la drogue. Le week-end dernier, je le rappelle, un enfant de 5 ans a été blessé par balle. Il est toujours hospitalisé. Qu'attendez-vous du ministre de l'Intérieur ? De mener un vrai combat contre les narcotrafiquants. Ce n'est pas fait depuis des années ? Non, ce combat, il n'a été fait qu'à moitié, qu'à mi-chemin. C'était la priorité de Gérald Darmanin.
Oui, on voit que ça n'a pas été couronné de succès. Mais vous savez, on en a entendu des priorités. Hein. Il y avait la violence sur les femmes était la priorité du gouvernement, était une grande cause nationale. Le résultat n'est pas à la hauteur. La lutte contre le narcotrafiquant, tous les points de deal en France devaient fermer. Il n'y a pas de résultat. Les OQTF étaient une priorité de Gérald Darmanin. On voit ce que ça donne. Donc nous considérons qu'il faut mettre les moyens. C'est aussi important de lutter contre un narcotrafiquant. C'est uniquement une question de moyens. Pas uniquement une question de moyens. Moi, je pense que d'abord, il y a la nécessité de revoir la gestion de nos frontières. Cette drogue, elle arrive bien de quelque part. Donc ça veut dire que revoir Schengen, reprendre la main sur la gestion des frontières, c'est nécessaire. Les peines de prison, la capacité à avoir une police adossée au fisc qui course effectivement ces narcotrafiquants et qui regarde si des niveaux de vie correspondent à des niveaux de revenus. Donc on a la nécessité de se mobiliser sur ça. Et puis évidemment, je le disais, les peines, d'où les peines planchées. Nous, quand on est pour le rétablissement des peines planchées, c'est pour les narcotrafiquants, évidemment, auxquels ça doit s'appliquer. On a bien compris cette situation que vous nous avez résumée à l'instant. Est-ce que vous estimez que la France est en voie de mexicanisation ? Et moi, je fais toujours très attention aux comparaisons. Comparaison n'est pas raison. Mais on voit bien les directions que nous prenons. Aujourd'hui, la drogue s'infiltre partout, dans toutes les strates de la société, dans nos campagnes, chez les plus jeunes. Et on doit aussi mener un combat vis-à-vis des consommateurs. Moi, je crois qu'il y a une certaine bienveillance. On a un peu détourné le regard parce que tout le monde connaît quelqu'un qui fume un joint, tout le monde connaît quelqu'un qui, évidemment, a peut-être tendance à consommer. Je pense qu'il faut être exigeant. Je pense qu'il faut taper fort aussi le consommateur. C'est un changement de politique en tous les cas. Emmanuel Macron avait faibli sur ça. Il avait fait en sorte que la consommation de stupéfiants soit volontairement moins sanctionnée. Eh bien, je pense que ça fait partie... Il y a eu des amendes forfaitaires qui ont été... Oui, mais voilà, c'est ce que je dis, c'est que ça a été finalement moins important. Je pense que dans le panel des solutions, le fait de taper le consommateur est important. Compte tenu de ce que vous dites et de ce qui s'est passé ces derniers jours, est-ce que vous pourriez être pour l'instauration de tests à l'Assemblée nationale pour prouver l'exemplarité des élus ? Je trouve ça un peu ridicule, sincèrement. Moi, je pense que les élus doivent être responsables. Les tests, vous savez, c'est comme les tests d'alcoolémie. On peut en faire un soi-même avant de monter en voiture après une soirée. Donc, je pense que c'est à chacun d'être responsable de sa vie. Et puis, la limite pour les parlementaires, c'est le franchissement de la loi. Quand vous franchissez la loi, puisque vous êtes amené à la construire vous-même, eh bien, vous devez vous poser la question du maintien de votre responsabilité de parlementaire, de votre responsabilité à exercer un mandat. Voilà, moi, je crois beaucoup en la responsabilité personnelle, mais aussi en la sanction lorsqu'on franchit la loi. Toujours sur le trafic de stupéfiants dans notre pays, la création d'un parquet national pour lutter plus efficacement contre les trafiquants, en remontant les réseaux, en s'attaquant notamment au corps et non aux têtes de l'hydre. Est-ce que vous y êtes favorable? Oui, je pense que ça fait partie du panel des leviers qu'on peut activer, du panel des solutions. Je vous ai dit, il n'y a pas qu'une forme de solution, il n'y a pas qu'une voie. Il y a bien entendu toujours aussi des politiques de prévention. Moi, je pense que c'est important d'expliquer ce qu'est la drogue dès le plus jeune âge. C'est important. Les sanctions, les politiques pénales, un parquet adapté, une police équipée, notamment en matière de renseignement pour détecter avant. Eh bien, je pense qu'effectivement, mais on en est loin. Ce combat n'a pas été mené et c'est un combat qui est devant nous. Sur les étrangers en situation irrégulière, on voit le ministre de l'Intérieur depuis plusieurs semaines qui communique activement sur les expulsions de ces étrangers avec un système de vol groupé. Dernier en date, 41 Albanais qui ont été renvoyés en Albanie. Est-ce que cela va dans le bon sens ou c'est de la poudre aux yeux? Mais ça va dans le bon sens, mais on a le sentiment qu'ils veulent vider l'océan avec une cuillère à café. Hier, on leur a proposé, nous, un texte pour lever des contraintes administratives, pour expulser plus facilement des délinquants étrangers. Ils l'ont refusé. Qu'est-ce qu'on doit en déduire? En fait, est-ce que c'est de l'affichage? Est-ce que c'est de la peur de ne pas avoir une majorité pour faire passer des textes? Peur de s'attaquer à des tabous, celui de l'immigration et de l'insécurité. Nous pensons c'est un tabou, vous estimez encore dans Oui, c'est un tabou. Il suffit d'écouter les députés du bloc central, de ce qui soutient le gouvernement Barnier. Ils refusent, évidemment, d'ouvrir les yeux. À quelques exceptions près, mais ils refusent. Et hier, ils ont voté contre notre texte. Quand Edwige Diaz leur a proposé de lever ces contraintes administratives, la majorité ou la minorité gouvernementale, on ne sait plus trop comment. Vous estimez que Bruno Retailleau ne pourra pas faire grand-chose? C'est forcément, en tous les cas, aujourd'hui déceptif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau parle très fort,
mais il n'a pas les moyens visiblement d'aller très loin. Et en tous les cas, lorsqu'on lui propose, quand on veut l'aider, lui donner des outils, eh bien, il n'y a plus personne au rendez-vous. Mais c'est souvent comme ça avec les Républicains, hein. On parle haut, on parle fort et on agit peu. Dernière question, Sébastien Chenu. Le livre du président du Rassemblement national, Jordan Bardella, on en parle depuis de nombreux jours, est interdit de publicité dans les gares SNCF, alors que des livres d'anciens présidents ou candidats à la présidentielle ont été affichés récemment au moment de leur sortie. Est-ce que vous estimez qu'il en aurait été de même avec d'autres figures politiques ? Non, évidemment, on sait très bien que ceci est dirigé contre Jordan Bardella par des syndicats tenus par l'extrême gauche. Le problème, c'est qu'il y a toujours deux poids, deux mesures. Mais ces gens-là, en plus d'être des gens sectaires, en plus de vouloir faire taire Jordan Bardella, en réalité sont des incapables puisqu'ils lui font une pub incroyable. Et ce que je cherche, l'ouvrage de Jordan Bardella, qui sort là, début novembre en librairie, bénéficiera grâce à eux d'une publicité exceptionnelle, au-delà même de l'affichage dans les gares. Merci beaucoup Sébastien Chenu. Je rappelle que vous êtes vice-président du Rassemblement national et député du Nord. Merci Sébastien Chenu, merci Florian Tardif.